Alors, ça me laissera le temps de vous présenter notre prochaine conférencière. Alors, notre prochaine conférencière est Séverine Barthes. Séverine Barthes est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Elle enseigne au département de médiation culturelle de l'Université Sorbonne Nouvelle et est membre du CIMCISme. Ayant publié récemment Suivez Budard, Plus beau, le néo-feuilleton, dans les actes de colloque fiction sérielle au temps de la RTF et de l'ORTF, ainsi que le texte Le héros super sériel, une arme marketing à l'ère de la Pige TV. Elle a co-dirigé avec Marie-France Chambahouillon le numéro 10 de la revue Télévision sur les mutations de la télévision à l'ère numérique, qui vient tout juste de paraître. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, donc en effet, hein, c'est tout nouveau, tout chaud. Et elle poursuit des travaux à la fois sur la télévision américaine et la télévision française, en s'intéressant plus particulièrement aux séries télévisées dans leur dimension industrielle, aux stratégies de chaîne et aux évolutions diachroniques des formes médiatiques sérielles en relation avec leur contexte de production. Et elle tient également un carnet de recherche en ligne sur la plateforme de blogging scientifique, Hypothèse, intitulée Alerte Spoilers. Alors, à toi, Séverine. Merci beaucoup. Je remercie tout d'abord Martha Boni, Marcello Vitali Rosati et Thomas Carrier-Lefleur de leur invitation à ce colloque et Frédéric Cazoum pour son aide dans tous les aspects techniques de cette participation. Mon intervention va porter sur une relecture des notions d'homochronie et d'hétérochronie, notions proposées par Philippe Marion en 1997, mais dans le contexte médiatique d'aujourd'hui qui n'a plus rien à voir avec celui dans lequel il a élaboré cette pensée. En effet, la question des intervalles sériels qui nous occupe aujourd'hui, et plus particulièrement celle de la gestion des intervalles interépisodiques par les plateformes de vidéo à la demande, pose avec acuité la question de la temporalité de la diffusion et de la réception, et même, si l'on fait un pas de côté, je dirais celle du statut proprement télévisuel ou non de ces séries. Je commencerai ainsi par un rappel de ces notions d'homochronie et d'hétérochronie, puis je vous proposerai une relecture de ces 2 notions en distinguant médium et média, et donc 2 régimes d'homochronie et d'hétérochronie. Ce faisant, j'espère proposer une typologie des productions audiovisuelles sérielles en fonction de leur régime d'homochronie ou d'hétérochronie médiatique, pour, dans un dernier temps, relire et relier cette question proprement médiatique aux analyses d'Hartmut Rosa sur l'accélération sociale. Programme lourd. Philippe Marion, dans son article Narratologie médiatique et médiagénie des récits, propose une typologie des médias selon leur médiativité. Et parmi les critères qu'il retient, je vais m'arrêter sur la distinction qu'il pose entre médias homochrones et médias hétérochrones, en s'intéressant aux liens relationnels qui se nouent entre l'émission et la réception de sessions médiatiques. C'est ce que dit Philippe Marion. Dans un contexte hétérochrone, le temps de réception n'est pas programmé par le média, il ne fait pas partie de sa stratégie énonciative. Il cite les exemples de la presse écrite, de l'affiche publicitaire, de la bande dessinée, médias face auxquels le destinataire est tenu d'imaginer et de gérer la durée de sa réception du message. Et il ajoute alors « Gérer la durée du message, c'est le construire à sa façon, combler des vides ». Nous mettant ainsi face à la question des interstices, des intervalles que nous, récepteurs, nous créons entre nos propres sessions médiatiques de réception de tel ou tel média hétérochrone. À l'inverse, les médias homochrones sont caractérisés par une forme de synchronicité entre le temps de l'émission et celui de la réception médiatique. Monsieur Philippe Marion arrive. Ils sont conçus pour être consommés dans une durée intrinsèquement programmée. L'exemple le plus parfait de médias homochrones est la musique, d'après Philippe Marion, et font partie de ces médias homochrones le cinéma, la télévision, la radio. Philippe Marion souligne alors comment la pratique du zapping, par exemple, est une manière de compenser la contrainte syntagmatique de l'homochronie par ce qu'il appelle des sauts paradigmatiques déviants. Cette dualité entre homochronie et hétérochronie, Philippe Marion la reprend en 2013 dans son ouvrage coécrit avec André Gaudreau, La fin du cinéma, un média en crise à l'ère numérique. Les 2 auteurs s'intéressent alors à cette question de la gestion du temps du cinéma en régime numérique, tant en production qu'en réception. Et ils écrivent, la question de l'homochronie, de l'hétérochronie du cinéma, c'est page 113-114. À l'aune du numérique, la frontière entre hétérochronie et homochronie semble donc s'estomper, ou à tout le moins devenir poreuse. Plus exactement, nos nouveaux écrans et médias se singularisent par le fait qu'ils brassent parallèlement hétérochronie et homochronie, l'un et l'autre régime étant pour ainsi dire provisoire. Mieux, et l'on voit poindre ici l'un des traits majeurs de l'ère numérique, l'interactivité, c'est le spectateur
non pas le spectateur, qui détient de plus en plus souvent les clés pour activer lui-même un régime et une posture de réception tantôt homochrone, tantôt hétérochrone. D'une certaine façon, et pour l'exprimer avec une légère tonalité dialectique, ils ont dépassé la thèse hétérochrone et l'antithèse homochrone pour aboutir à une synthèse que l'on pourrait qualifier de polychrone. Cela étant posé, il demeure bien sûr des médias exclusivement homochrones ou hétérochrones. On voit mal, ou plutôt on entend mal, comment la radio pourrait devenir un jour autre chose qu'homochrone. Eh bien, je m'en excuse par avance auprès de Philippe Marion et d'André Gaudreault, mais je ne suis pas convaincue par la synthèse polychrone. J'ai l'impression que c'est davantage une pirouette qu'une proposition sérieuse, et la note de bas de page qui vient immédiatement après ce que je viens de citer, qui vient compléter le propos, en réduit drastiquement la portée, puisqu'elle explique qu'en réalité, l'homochronie de la radio est déjà attaquée par des dispositifs numériques. Le point de départ de ma réflexion sur le statut homochrone ou hétérochrone de la série télévisée est d'une certaine façon le même que celui de Philippe Marion et André Gaudreault sur le cinéma. Comment les possibilités ouvertes par les pratiques numériques bouleversent ou non les caractéristiques des médias. En effet, la contrainte syntagmatique de l'homochronie dont parle Philippe Marion s'y est tout à fait au flux télévisuel, on va dire classique, organisé depuis une station émettrice jusqu'aux multiples téléspectateurs. Mais dire que la télévision, ou plutôt ses productions, est tantôt homochrone, tantôt hétérochrone, ne me semble pas rendre compte totalement des mutations que la télévision connaît actuellement. Pour tenter de résoudre cette aporie, je propose de repartir de la définition de médias. Les catégorisations des différents médias sont multiples, parfois contradictoires. On connaît tous les multiples théories qui s'intéressent à ces questions. Je propose de partir de quelque chose d'extrêmement simple, c'est-à-dire la distinction entre médium et média. On aurait donc d'une part le médium, correspondant à l'adjectif qualificatif médial, c'est-à-dire le support de diffusion de l'information. On se place ici au niveau de la production, on va dire technique, du message, du support. D'autre part, le média, correspondant à l'adjectif médiatique, c'est-à-dire les institutions sociales qui utilisent ces moyens techniques pour diffuser des messages. C'est par exemple le sens de média dans l'expression média de masse. En m'appuyant sur cette dichotomie, je peux ainsi décliner l'homochronie ou l'hétérochronie à deux niveaux. Un premier niveau purement médial, l'image audiovisuelle, qu'elle soit télévisuelle, cinématographique, numérique, est homochrone en ce qu'un rythme spécifique de défilement, 24 images ou 25 images par seconde à l'époque de l'analogique, est encodé, si je puis dire, dans le médium lui-même. Cette homochronie, elle semble plutôt contrainte, même si on a pu relever des cas de fans de séries regardant leur série en accéléré, ce qu'on appelle le speed watching. Cette pratique semble relativement marginale. Et je parle bien de speed watching, pas de binge watching, c'est-à-dire le fait de regarder un épisode de 45 minutes en 30 minutes, en accélérant. Cette pratique, elle semble relativement marginale, et il me semble qu'on peut dire qu'il y a un consensus sur le fait qu'on regarde une série au rythme normal de production. Et puis, il y a une homochronie ou une hétérochronie médiatique qui est liée, par exemple, dans le cas de l'homochronie médiatique, à la grille de programmation. Et ça ne relève pas du médium, mais du média, compris comme une institution médiatique, soit une entreprise au sens strict, TF1, Canal+, ici Radio-Canada Télé, ou au sens d'Élisée Auvergne, rappelé par Philippe Marion dans son article de 97, un ensemble constitué par une technologie, plus les pratiques sociales de production et d'appropriation de cette technologie, lorsqu'il y a accès public au message. C'est ce niveau médiatique qui fait débat, qui m'intéresse évidemment. Dans cette conception, la question de l'homochronie ou de l'hétérochronie médiatique rejoint celle de la temporalité de la réception des médias. Si le modèle de l'homochronie est la télévision de rendez-vous et son parangon, la télévision cérémonielle, il semblerait que celui de l'hétérochronie soit la désynchronisation permise par les étoilements numériques du contenu télévisuel. Mais même dans cette configuration des nouvelles consommations, les contenus télévisuels restent massivement regardés dans une fenêtre temporelle restreinte. Ainsi, l'étude de Jean-Samuel Bescard, Thomas Beauvisage et Sisley Maillard sur les audiences des télévisions de rattrapage indique bien que la plus grande part de l'audience des programmes mis en ligne par les chaînes se fait dans les 24 heures suivant le téléversement et que l'on atteint plus de 70% de l'audience totale sous 7 jours, parfois même sous 3 jours pour les productions les plus périssables.
Ainsi, l'hétérochronie médiatique semble dans ce cas relative. S'il n'est plus nécessaire pour voir son émission de se trouver effectivement dans une homochronie totale, dans son canapé, devant la télévision à l'heure dite, il reste un effet d'agenda important créé par la grille de programmation des chaînes de télévision. Face à ces pratiques extrêmement diverses, qui relèvent de la réception et sont éminemment personnelles, je propose de renverser la perspective et de prendre le point de vue de la production. Je propose ainsi une typologie à 4 termes en ce qui concerne les séries, que j'appelle encore pour l'instant télévisées, mais on en parlera à la fin. Je propose donc une typologie. Première catégorie, les séries je suis désolée, là il va y avoir plein de mots avec plein de syllabes. Les séries télévisées essentiellement homochrones du point de vue médiatique. Ces séries ont intégré dans leur modèle de production que la réception doit se faire dans un espace de temps proche, si ce n'est concordant, avec celui de la première diffusion. À l'opposé, les séries télévisées essentiellement hétérochrones du point de vue médiatique, la réception de ces séries n'est pas du tout programmée dans un espace de temps défini. La seule homochronie à laquelle elles sont soumises, c'est l'homochronie médiale de l'image audiovisuelle. Et puis entre ces deux pôles extrêmes, on a 2 cas médians, les séries télévisées à homochronie médiatique relative et les séries télévisées homochrones reproposées par des industries culturelles sous des formes médiatiques essentiellement hétérochrones. On va donc repartir sur chacune de ces catégories. Les séries télévisées essentiellement homochrones, du point de vue médiatique, le meilleur exemple, c'est la série de network américaine, avec sa diffusion hebdomadaire et l'inscription de sa diégèse dans le calendrier social du téléspectateur américain. Les personnages, tout autant que le public, préparent et vivent plus ou moins en même temps Halloween, Thanksgiving, Noël, et ces épisodes sont des moments attendus par le public. Certaines séries les ont même sanctuarisées en quelque sorte, comme les Treehouse of Horror des Simpsons, qui, pour Halloween, depuis la 2e saison, ont toujours la même forme de 3 courtes histoires horrifiques mettant en scène les personnages habituels de la série dans des rôles inhabituels et qui mobilisent des personnages spécifiques comme les extraterrestres Kang et Kodos. Bien évidemment, cette homochronie médiatique n'est pas absolue. Sinon, les séries ne pourraient pas être exportées ni être exploitées en DVD. Cependant, elles sont conçues pour être reçues de manière plus riche, plus optimale, en fonction de ce calendrier social sur lequel est calé le calendrier de première diffusion. Et c'est peut-être dans ce sentiment d'une réception plus riche de sens que l'on peut trouver une des explications du comportement qualifié de sourciste chez certains fans français de séries américaines, qui a été souligné dans les travaux de Clément Combes. De même, l'intervalle interépisodique est géré en fonction du calendrier annuel de la série. Quand les épisodes sont diffusés semaine après semaine, l'intervalle, la plupart du temps, n'exerce pas de pression sur le contenu de la fiction. Mais quand il y a une suspension momentanée, par exemple le hiatus de fin d'année, ou la rétention de la série qui est parfois organisée avant les sweeps pour maximiser l'envie et donc l'effet de l'audience au moment de ces moments vitaux pour l'établissement du prix des spots publicitaires, on aura assez souvent une pression sur le contenu de la série par un cliffhanger, par exemple, ou la mobilisation de guest stars, etc. Et donc là, l'idée sera que l'intervalle rallongé ne soit pas un facteur de décrochage du public. L'homochronie médiatique est ainsi certes un paramètre de réception, mais surtout un mode de production, un paramètre exodéterminé, c'est-à-dire déterminé par un pôle extérieur au récepteur. Cette homochronie médiatique, de mon point de vue, est un marqueur de télévisualité. En effet, nous l'avons dit, les programmes proposés en télévision de rattrapage sont massivement regardés très rapidement après leur mise à disposition. Et fait encore plus intéressant, même à une époque où le temps de réception différé n'était pas dicté par la technique, je parle de l'époque du magnétoscope, le durée de visionnage, le retard de visionnage dépassait rarement la semaine. C'est ce qu'on apprend dans une enquête menée par Gisèle Bertrand, Gérard Derez et Pierre-Alain Mercier au début des années 90, où les auteurs indiquent que le magnétoscope, loin de proposer une consommation à long terme pour les programmes enregistrés, était davantage utilisé dans ce qu'ils appellent des pratiques de report d'écoute à l'échelle du court ou du moyen terme. Je passe à la 2e catégorie, les séries télévisées essentiellement hétérochrones. Ce qui est visé ici, ce sont les séries produites sans que ne soit déterminée par l'instance de production une temporalité précise pour le visionnage. La seule contrainte, comme je disais, qui reste, c'est celle de l'homochronie médiale.
La temporalité de la réception, une fois les épisodes mis à disposition, est laissée totalement à l'appréciation du visionneur. Ici, le cas prototypique, ce sont les séries produites pour Netflix, où tous les épisodes sont rendus publics en même temps. Et où, si l'on veut, à la minute même où c'est rendu disponible, on peut regarder les 13 épisodes à la suite. Mais on peut aussi décider d'en voir un par semaine, un par jour, 2 par jour. C'est totalement libre. Et cette liberté, on peut regarder au rythme que l'on veut sans que cela ne change quoi que ce soit à la façon dont a été conçu le contenu. On ne va pas le recevoir de la même façon. Mais là, vous voyez, je me suis mis, moi, du côté de la production. En termes de conception du contenu, il n'y a pas de changement. Ça n'a pas de pression sur le contenu. La temporalité de la réception est ici totalement endo-déterminée, déterminée par le récepteur seul. L'intervalle interépisodique au sein de la saison n'est plus un facteur déterminant opérant une pression éventuelle sur le contenu. Il n'est plus qu'une possibilité laissée au téléspectateur de suspendre son visionnage à des moments signalés de coupure comme tels. Troisième catégorie, les séries télévisées à homochronie médiatique relative. Cette catégorie renvoie à des séries qui s'inscrivent dans une homochronie médiatique exodéterminée, donc par exemple un rythme de diffusion hebdomadaire, mais pour lesquels cette homochronie médiatique n'exerce pas de pression forte sur le contenu lui-même. Il peut y avoir des cliffhangers parce que ça répond à la matrice de la série, par exemple elle est plus feuilletonesque que d'autres, mais c'est pas lié à la diffusion en tant que telle. Il n'y a pas d'inscription dans le calendrier social des téléspectateurs ou dans le calendrier industriel de la télévision. C'est le cas des séries du câble, diffusées sur un intervalle de quelques mois et non tout au long de l'année, mais aussi des séries issues des nouveaux acteurs numériques autres que Netflix. De manière générale, Hulu, Amazon Prime Video ou CBS All Access rendent disponibles les épisodes de leur série semaine après semaine sur un créneau d'environ 3 mois. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que certains de ces acteurs soient issus de l'industrie télévisuelle. Hulu, c'est un consortium de différentes chaînes. CBS All Access appartient à la chaîne CBS. Et je pense que là, on a aussi un indice de l'homochronie médiatique exodéterminée comme un facteur de télévisualité. Dernier cas, les séries télévisées homochrones qui sont reprises dans des dispositifs de consommation hétérochrones. Alors ici, il s'agit de séries qui connaissent notamment à l'export un reformatage de leur mise à disposition. C'est aussi le cas des séries produites pour des chaînes de télévision traditionnelles aux États-Unis, proposées en 2e ou 3e fenêtre sur des services de vidéo à la demande. C'était le cas des DVD. Vous voyez, c'est tous ces cas-là qui sont visés. Ce qui est intéressant, si on prend le cas de Netflix avec ça, c'est qu'on a des recatégorisations sur certains programmes. Je fais ici allusion à des séries créées originellement sur des chaînes de télévision traditionnelles et pour lesquelles Netflix a acquis les droits de diffusion exclusifs à l'international et donc reformate comme série Netflix une série qui n'est pas Netflix. On a le cas en France de Better Call Saul qui est diffusé sur EMC aux États-Unis ou de Designated Survivor diffusé sur ABC et qui sont étiquetés en France Netflix Original Series. Et donc, on voit ici comment se maintiennent des îlots d'homochronie dans un dispositif hétérochrone, puisque ces séries, elles sont diffusées semaine après semaine pour les nouvelles saisons sur Netflix. Cette réflexion sur l'homochronie et l'hétérochronie médiatique permet d'apporter de nouveaux éléments sur un débat qui agite le landerneau. Peut-on parler de séries télévisées pour les séries Netflix ? Dans la perspective qui est la mienne, la réponse est négative. L'homochronie médiatique exodéterminée, qu'elle soit essentielle ou relative, est un marqueur de télévisualité. Les séries produites pour Netflix, qui sont fondées sur une hétérochronie endodéterminée, abandonnent ce qui fait télévision, c'est-à-dire une inscription dans un flux télévisé, mais aussi flux temporel de l'année, avec le calendrier social, et deviennent une nouvelle forme de production audiovisuelle qui ne serait ni de la télévision, ni du cinéma. Mais il me semble qu'on peut tirer encore davantage le fil à partir de ces réflexions. En effet, la détermination d'un statut homochrone ou hétérochrone par l'instance de production et ou de diffusion initiale s'inscrit à la fois dans l'héritage de pratiques préexistantes et dans des mutations sociales de notre propre rapport au temps. Qu'il s'agisse de l'enregistrement sur VHS, du visionnage de DVD, de l'achat d'une série télévisée sur iTunes, ces actes étaient avant tout un travail de la part du téléspectateur qui déployait dans ses actions une énergie plus importante que celle d'allumer son téléviseur. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que ce travail de reprogrammation qui était fait par le téléspectateur est effacé, amoindri, allégé par les dispositifs techniques de mise en place des contenus. Il n'est pas plus coûteux en termes d'action ou de cognition de lancer Netflix que de lancer une chaîne du câble. Et tout l'enjeu des algorithmes et de Netflix est de réduire
ce coût cognitif. Le média en tant que tel prévient donc la fatigue du choix de l'abonné, pour reprendre le terme de John Ellis, qui décrit notre rapport aux médias entre un équilibre entre time famine, une famine temporelle qui fait que nous avons de moins en moins de temps pour faire de plus en plus de choses ou dire de plus en plus de choses en 20 minutes, et choice fatigue, une fatigue cognitive créée par toutes les micro-décisions que nous prenons, la charge mentale. Dans cette tension entre famine temporelle et fatigue du choix, on peut réinjecter, me semble-t-il, le jeu entre homochronie et hétérochronie. Là où la télévision de flux donnait un cadre homochrone à la consommation des contenus, qui nous contraignait soit à attendre, soit à dépenser de l'énergie pour reprogrammer nous-mêmes, le modèle de la télévision à la demande qui se déploie aujourd'hui a intégré dans sa propre énonciation médiatique la possibilité d'une réception totalement hétérochrone. Le rattrapage de la télévision de rattrapage, c'est la formalisation médiatiquement assumée par les vieux acteurs des nouveaux usages. Et l'injonction d'une plateforme telle que Netflix à regarder ses épisodes en rafale est un appel à une réception totalement hétérochrone, mais avec une injonction à aller toujours plus vite. Nous retrouvons alors ici des considérations faites plus généralement sur la société par Hartmut Rosa, qui fait de l'accélération une caractéristique de la modernité tardive. Si les DVD ou les plateformes telles que Netflix sont, pour reprendre cette terminologie, des accélérations techniques, c'est-à-dire des accélérations intentionnelles de processus orientés vers un but dans le domaine des transports, de la communication et de la production, ces accélérations techniques provoquent aussi une accélération qu'il appelle du changement social. L'accélération sociale est définie par une augmentation de la vitesse du déclin, de la fiabilité des expériences et des attentes, et par la compression des durées définies comme le présent. Or, cette idée de compression du présent me semble assez proche de ce que Matt Hills, en étudiant la réception des DVD de séries télévisées, dit de la volonté des visionneurs de DVD de sortir du flux télévisuel. Ce flux se caractérisant par deux choses, son présent perpétuel et l'impossibilité de son accélération. Matt Hills explique ainsi que les textes télévisuels avec le DVD ne sont plus des moments dans une grille conçus pour attirer un certain type de public, mais ils sont des textes sélectionnés et isolés du flux télévisuel. Cette sortie du flux télévisuel, en d'autres termes, donne une sorte de durée de vie plus longue à des productions qui auparavant n'étaient saisies que dans le présent de leur diffusion télévisuelle. Cependant, ce qui pourrait sembler une forme d'allongement de la durée de vie d'une série, une sorte de présent éternel, s'accompagne d'une accélération de la consommation. Nous nous trouvons ici face à une équation qui articule durée de validité et cycle d'obsolescence. Dans le cas traditionnel de la télévision de flux, les deux éléments étaient globalement concordants. Un épisode de série avait une durée de validité de 1 semaine et son obsolescence était 1 semaine aussi quand le nouvel épisode était diffusé. Pour qualifier cette situation, Gisèle Bertrand et ses co-auteurs parlent de médias conchrones, par opposition aux médias dyschrones, je vous avais prévenu, où les deux valeurs diffèrent. Aujourd'hui, la manière dont Netflix met à disposition les séries peut s'analyser en termes de dyschronie. Le fait que les épisodes soient toujours à disposition tend à augmenter radicalement la durée de validité des séries, mais en réalité, leur obsolescence est beaucoup plus rapide. Est-ce qu'on veut regarder Certain Reasons Why des mois après Nos Amis ? Pas vraiment. À l'exception de quelques séries très fortes, dont les qualités ou le propos autorisent une plus longue durée de validité. Cette accélération de l'obsolescence, on peut la rapprocher du troisième type d'accélération pointé par Rosa, celle du rythme de la vie. Il soulevait le paradoxe que le temps économisé par le fait que nous n'écrivons plus de lettres mais des emails avait été perdu par le fait qu'on écrit beaucoup plus d'emails que nous n'écrivions de lettres. Et bien là, il mobilise aussi la notion de famine temporelle, qu'il définit comme l'augmentation du nombre d'épisodes d'action ou d'expérience par unité de temps. Autrement dit, et je le cite toujours, il s'agit de faire et vivre davantage dans une période de temps donnée en réduisant les pauses et les intervalles et ou en faisant plus de choses simultanément, par exemple cuisiner, regarder la télévision et téléphoner. L'hétérochronie médiatique, mise en avant par les plateformes telles que Netflix, en systématisant les intervalles interépisodiques et partant en effaçant le paratexte, qui perd son utilité, inscrit la consommation audiovisuelle dans cette accélération généralisée qui contamine tous les secteurs de la société et modifie profondément notre rapport à la télévision, dont la caractéristique première était l'inscription dans le présent du flux de diffusion. Je vous remercie. Merci Séverine, je suis très honoré que tu reprennes, mais mon arrivée n'était pas du tout pas calculée, c'est une vraie coïncidence. Oui, c'est intéressant, je crois, d'affiner
ma bipartition avec la composante médium, donc institutionnelle, par rapport à ce que j'avais plutôt imaginé moi en termes de médiativité, c'est-à-dire de consommation dans un énoncé donné, un énoncé médiatique donné. La question que je me pose, c'est... Donc je suis convaincu que ça peut marcher comme ça, mais il me semble qu'il faut tenir compte aussi d'un changement d'échelle. C'est-à-dire que quand tu passes du niveau de la médiativité, c'est la consommation d'une unité, disons, hein, un énoncé, comme je disais. Par contre, quand tu passes au niveau média de la série, il s'agit d'un buffet, d'un portefeuille de consommation. Donc là, il s'agit plus de gérer la temporalité d'un ensemble d'éléments, c'est-à-dire l'organiser. Donc il me semble qu'il y a un niveau, c'est pas le même niveau de cette manière. Hein. Il y a une sorte de gap par rapport au premier niveau, homochronie, hétérochronie, et celui que tu définis institutionnel, qui est plutôt méta, gestion d'un portefeuille de composants, où on peut faire jouer du temps aussi, effectivement, qui rejoint ce que tu dis, le flux télévisuel et la télévisualité, etc. Oui, j'opère un hold-up, clairement en tirant deux notions d'un système conceptuel qui est beaucoup plus complexe que ce que j'utilise ici, mais voilà, je trouvais intéressant en fait de reprendre cette distinction parce qu'elle me semble extrêmement productive, y compris en dehors en fait du système de la médiativité tel que décrit dans Médiagénie des récits. Non, mais c'est intéressant. Merci. Merci beaucoup. Pour reprendre aussi l'intervention de Philippe, et sur l'idée aussi que finalement, si on s'en tient à l'énoncé, on va dire, à ce niveau-là de la médiativité, il y a la question aussi de la mobilité et de la portabilité des écrans. Parce que, effectivement, dans cette transformation d'énoncé, peut-être que ça a introduit aussi une interruption de l'énoncé visuel auquel on était habitué en termes, par exemple, de livres. Quand on est dans le métro, on s'arrête, on ne consomme pas tout le livre, on s'arrête chapitre par chapitre. Enfin, on s'arrête au moment où le métro nous conduit. Où on est arrivé à sa station. Exactement. Et donc là, il y a quand même aussi cette sorte, je dirais, cette nouvelle dimension du rapport à l'image qui aussi introduit finalement peut-être de l'hétérochronie, là où au niveau de la réalité, il pourrait y avoir de l'hétérochronie, parce que justement les écrans sont devenus portables. Oui, mais je pense que c'est même pas que la portabilité. Je pense que je suis pas la seule à avoir fait cette expérience-là, d'être devant Netflix, de dire allez encore un épisode et de pas tenir jusqu'à la fin de l'épisode et l'arrêter au milieu. Et ce qu'on aurait moins fait dans d'autres... d'abord qu'on n'aurait pas fait dans du flux, parce que voilà, on aurait interrompu au milieu, mais on n'aurait pas repris, parce que l'épisode n'existe plus quand on revient plusieurs heures plus tard, et peut-être pas tout à fait non plus avec le DVD, ça je sais pas, il faudrait étudier plus précisément, mais en tout cas, je pense que c'est vrai, mais que c'est pas que la portabilité, c'est vraiment le dispositif technique de mise à disposition. Quand on parle un peu du coup en termes de temporalité, il y a effectivement la temporalité sociale, mais il y a aussi les autres types de temporalité auxquels donc sont tissées nos propres vies et qui font qu'effectivement, à ce moment-là, cette pluralité aussi s'inscrit par rapport à toutes ces temporalités avec lesquelles on essaie d'être synchrone, même quand on regarde quelque chose. Oui, exactement. Et c'est ce que pointe Rosa dans la dernière citation que je donne, avec l'idée qu'on fait simultanément parce qu'on veut lier ensemble plusieurs temporalités, pas forcément contradictoires, mais qui ne marchent pas ensemble habituellement. J'avais envie de nuancer l'idée de poser la question, est-ce que vraiment tu penses que le numérique change la donne dans cette Alors, ça dépend. Parce que je pense notamment aux rediffusions, syndication, le fait que quand même il y a une présence constante de certaines séries, surtout sur les networks américains, à côté des séries qui avancent, mais il y a aussi tout un archive vivant de séries qu'on peut retrouver sur des chaînes secondaires tout le temps. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette présence constante qui quand même joue sur des temporalités qui sont très différentes? C'est pour ça que je parle d'homochronie, essentiellement homochrone, parce que c'est ce qui permet de récupérer et de faire jouer ça dans l'interstice. C'est-à-dire que quand je suis face à une chaîne du câble de syndication, qui met toute la journée des épisodes des experts, si je m'interromps, je perds les épisodes des experts qui continuent à être diffusés alors que je suis partie. C'est quand même... Donc c'est des brèches qui commencent à ouvrir. Mais le fait qu'on ne puisse pas rattraper le flux
Alors qu'on peut le faire sur le DVD, que je rentre dans le numérique, parce que c'est un format de codage, enfin voilà, donc le numérique pour moi, ça commence pas avec Netflix. Hein. Ouais. C'est, voilà. Mais en revanche, là, la question de la chaîne de syndication, ça reste quand même un dispositif télévisuel où le flux, il y a quand même cette inscription temporelle qui fait que je peux manquer. Ce que n'a pas ni le DVD ni Netflix. Mais qui change effectivement, mais c'est pour ça que je parlais de... ça pouvait pas être une homochronie médiatique absolue, parce que sinon on empêche les rediffusions et on empêche l'export. Voilà. Ouais, c'était juste pour poursuivre la discussion amorcée par Philippe. Si je me souviens bien de l'article, et la discussion va dans ce sens apparemment, l'idée de Philippe donc, contre le zapping, c'était qu'en fait on avait une qualité que toi tu as appelée médiale qui était devenue médiatique. Voilà. Et c'est ça qui a éclaté. D'où la notion de médiagénie. Oui, d'ailleurs. Quand le médium s'assimile aux médias ou réciproquement. Oui, c'est sûr. Mais à propos de Netflix, justement, ça correspond à ce que tu dis, parce que Netflix gère ton interruptivité, puisqu'il a la mémoire de là où tu as abandonné l'épisode. Et donc, d'une certaine manière, il gère ta liberté hétérochrone. Oui. Et ça, c'est le passage de l'un à l'autre. Oui. Juste brièvement, on pourra ensuite en discuter durant le lunch. En fait, on a parlé aussi de la dimension aussi un peu hétérochrone de la télévision linéaire, si on le prend dans le sens inverse. Cette fameuse question-là que Netflix serait marqué principalement par l'hétérochronie médiatique. On s'entend bien sûr, mais qu'en est-il des Netflix Originals? Cette homochronie-là qu'on a beaucoup associée pour la télévision traditionnelle au fait de suivre le calendrier, par exemple l'épisode d'Halloween, l'épisode de Noël, il me semble que depuis quelques années, on sent que Netflix, parce que l'enjeu est aussi la rétention des abonnements, semble adopter de plus en plus cette stratégie. On pense par exemple à Chilling Adventures of Sabrina et The Haunting of Hill House qui est arrivé en octobre en disant c'est l'Halloween. Ensuite, des séries qui, au moins le premier épisode, semblent s'ancrer dans le mois où la série sort. Est-ce que vous pensez en fait qu'il y a une possibilité que l'homochronie serait à redynamiser peut-être de Netflix? Je sais pas. Ici, on trouve des choses qu'on trouvait déjà parfois sur des programmations du chaîne du câble, qui ont comme Netflix des séries courtes qui ne courent pas sur toute l'année. Et donc où il y avait cet effet annuel, etc. etc. Donc c'est vrai que là, je parlais de l'intervalle inter-épisodique et que j'ai évacué l'intervalle inter-saison. Et donc le côté notamment pour les séries du câble, à quel moment de l'année on va lancer sa série. Par exemple, The Americans, moi tous les printemps j'attendais le retour de The Americans, mais The Americans n'est pas une série particulièrement printanière. Elle aurait pu être diffusée en automne. Mais il y a d'autres séries où ça peut fonctionner, où il y a des effets un petit peu de saisonnalité, enfin entendu au sens des 4 saisons de l'année, et pas des saisons successives de la série. Et donc là, on retrouve effectivement des choses qui correspondent à l'effet d'agenda, mais je ne suis pas sûre que ça suffise à définir un changement de statut d'une hétérochronie à une homochronie, sachant que voilà, sur ces questions-là, moi je suis aussi au début de la réflexion et qu'il faudrait maintenant faire rentrer plein d'études de cas pour voir si ça fonctionne, si le cadre théorique que j'essaye de poser fonctionne, ou est-ce qu'il faut adapter des choses, etc., déplacer des éléments. Alors, merci Séverine. Merci à vous.